Demain, potentiellement, une vingtaine, une trentaine qui pourront émettre et couvrir la ville de Brazzaville et l'ensemble du pays demain quand nous aurons fini le processus. Ça, c'est la première considération. La deuxième considération, c'est la qualité. Ça, les téléspectateurs le verront tout de suite. La qualité du son, de l'image. Vous voyez, quand on fait la différence entre les médias locaux congolais que nous suivons, qui ne sont pas en diffusion numérique. Ils ont des équipements numériques, c'est-à-dire que les équipements, comme chez vous ici, sont en numérique. Mais ce n'est pas là le plus important. Les équipements sont en numérique depuis longtemps. C'est le signal, la diffusion qui n'est pas encore en numérique. Eh bien, pour récupérer la qualité numérique que vous avez quand vous produisez vos émissions, eh bien, le signal numérique va permettre que le son, l'image, soit meilleur. On le voit quand on passe d'une chaîne locale congolaise à une chaîne étrangère, notamment des bouquets dont je ne cite pas les noms, la qualité n'est pas la même en termes d'image, en termes de son. Eh bien, nous allons rattraper cette qualité de son, d'image et finalement de prestation à travers la TNT, la télévision numérique terrestre. Ça, c'est donc l'enjeu pour les populations. Troisième enjeu qui est important, c'est que nous allons pouvoir développer une production locale. Parce que ce qui fait une télévision, on en parle tous les jours. Ce n'est pas seulement d'avoir la possibilité de prendre des programmes produits à l'étranger et de les mettre sur son antenne. C'est de développer une production locale. Ben, ça coûte cher aujourd'hui quand on utilise des moyens traditionnels. Ça coûtera beaucoup moins cher quand on utilisera les moyens numériques, notamment une diffusion numérique. Parce que la diffusion sera nationale sur le plan territorial, qu'elle coûtera moins cher. Et nous allons pouvoir voir des opérateurs et des producteurs de contenus locaux se développer. Et le gouvernement y tient, le président de la République y tient. Dernier point important sur la télévision numérique terrestre, nous allons profiter de l'occasion pour renforcer, muscler non seulement les projets, les programmes, la production de notre chaîne nationale, c'est-à-dire Télé Congo, mais j'ai le plaisir aussi d'annoncer un projet important qui arrive à maturité, c'est la création d'une deuxième chaîne de Télé Congo. Il était temps, Monsieur le ministre, parce que la seule et unique chaîne que nous avons est saturée. J'entends bien. Alors, nous allons rapidement, parce que ça, ce projet, il est mûr, créer une deuxième chaîne jeunesse. Et ce sera pour quand? Alors justement, je viens là-dessus. Une chaîne jeunesse. Cette chaîne jeunesse sera sur la télévision numérique terrestre. Elle va offrir des programmes qui sont proches à la fois des chaînes du groupe Lagardère, parce que c'est notre partenaire technique. Lagardère qui est un groupe français qui produit des chaînes comme Gulli, pour ceux qui connaissent sur le satellite. Cette chaîne va être à la fois destinée aux jeunes avec des programmes venus de l'étranger, mais des programmes spécifiquement africains, et des programmes spécifiquement congolais qui seront à développer. Si tout va bien, parce que nous sommes en train d'implémenter les choses, j'ai reçu nos partenaires d'Hachette il y a quelques jours, cette chaîne devrait démarrer début juin, ces programmes. Elle sera basée où? À Brazzaville, nous allons occuper les locaux de une partie des locaux de l'ancienne télévision qui vont être rénovés pour l'occasion. Alors, vous voyez, ce sont des projets concrets. L'idée, pour terminer sur ce point qui est très important, c'est que nous allons pouvoir développer comme ça des chaînes thématiques locales, que ce soit celle de Télé Congo, mais en priorité, je parle Télé Congo parce que je suis la tutelle directe de Télé Congo. Par exemple, sur des thèmes spécifiques comme une chaîne Tout Info, une chaîne sportive, et cette chaîne donc, qui va démarrer sur la jeunesse. Donc vous voyez que ça va permettre à la fois de délester Télé Congo d'une partie des programmes qui ne devraient, à notre sens, pas forcément être diffusés par la chaîne publique généraliste, et en même temps, ça va permettre de développer une offre qui va s'adresser plus particulièrement à chacun des publics qui n'a pas forcément envie de regarder Télé Congo sous sa forme actuelle. Tout à fait. Chemin d'avenir, de l'espérance à la prospérité. Alors, Monsieur le ministre, l'élection présidentielle a été fixée au 20 mars. D'aucuns disent que en avançant le scrutin de 4 mois,
en précipitant les choses, je parle là entre guillemets, le gouvernement a piégé l'opposition. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, je crois que ne voyons pas seulement les choses sur un plan politicien. Bon, il est toujours de bonne guerre pour les partis en présence quand elles se sentent un peu dépassées par le rythme avec lequel la vie politique évolue. Eh bien, peut-être n'étant pas prêts, ces acteurs-là, à aborder dans moins de 3 mois cette élection, ils essayent d'accuser ceux d'en face de toutes les turpitudes. Non, l'option qui est retenue a été retenue par le président de la République. Le président Denis Sassou Nguesso a, après, rappelez-vous, la promulgation de la Constitution le 6 novembre, a observé la situation, a compris les attentes du peuple qui estimait qu'après avoir voté le 25 octobre, il était en droit, lui, le peuple, à voir tout de suite les institutions s'installer. Oui. Eh bien, le président de la République a constaté, sur un plan juridique d'abord, parce que tout part du droit, on ne fait pas les choses comme ça, à la va-vite, sans cadre juridique. Le droit est clair. La Constitution en vigueur, dans son article 244, nous a fait entrer depuis le 6 novembre dans une période dite période transitoire, c'est-à-dire une période au cours de laquelle les pouvoirs publics sont chargés d'installer les nouvelles institutions de la nouvelle République. Le président a constaté, considéré qu'il était de son devoir d'accélérer au maximum le tempo d'installation des institutions et de réduire donc au minimum cette période qui est un peu flottante de période transitoire. Eh bien, il a estimé que plutôt que de nommer un Premier ministre, comme tout le monde le disait, un peu comme ça dans l'enthousiasme de la promulgation, il a estimé que l'élection majeure, la clé de voûte des institutions étant le président de la République, l'élection majeure, c'était celle du président. Tout à fait. Et comme l'article 244 l'autorise, parce que les délais qui sont fixés sont des plafonds, c'est-à-dire la fin du mandat des institutions élues, dont le président de la République, ce sont des plafonds, eh bien, l'article 244 donne au président de la République, donnait à l'État la possibilité de réduire ce délai pour pouvoir aller plus vite vers l'élection présidentielle, qui est l'élection principale. Parce qu'une constitution nouvelle, à notre entendement, et ça c'est mon analyse personnelle maintenant, ne peut pas démarrer par l'installation du Premier ministre. Voilà. Ça démarre par l'élection du président de la Nouvelle République, sa prestation de serment, son installation, et ensuite les autres institutions dont un gouvernement bicéphale, c'est-à-dire président, Premier ministre et ministre, ne peuvent découler que de cette élection majeure et de l'installation du président. On aurait été quand même relativement incohérent à faire démarrer une république semi-présidentielle, c'est-à-dire où le président est élu par le peuple et le Premier ministre, même responsable devant le Parlement, mais nommé par le président, et bien que cette république démarra par le Premier ministre. Ce n'est pas une république premier ministérielle, c'est une république semi-présidentielle. Donc je crois qu'il y avait à la fois sur le plan juridique, sur le plan politique et sur le plan symbolique, toutes les raisons pour le président de la République de réduire les délais de cette période transitoire, donc, afin de vite aller vers la présidentielle et permettre que de la présidentielle découlent toutes les institutions. Alors, quand nous préparions cette émission, Monsieur le ministre, je vous ai entendu dire que, je cite, « la nouvelle Constitution est enfin la Constitution qu'il faut pour ce pays ». Ça mérite quelques explications parce qu'on a dit la même chose pour la Constitution de 2002. Oui, mais ce n'est pas antinomique. La Constitution de 2002 était celle qu'il fallait pour le pays à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, l'enjeu, c'était non pas l'émergence, la diversification économique, l'arrivée d'une nouvelle classe politique, comme ce sont les enjeux d'aujourd'hui. Mais l'enjeu de 2002, c'était la reconstruction de l'État. Et la reconstruction de l'État, après une période à la fois brutale sur le plan de la paix civile, il y avait eu la guerre, il y avait eu des conflits, des destructions, et à la fois très, très sérieusement entamée sur le plan des structures économiques qui étaient complètement exsangues. Et donc la Constitution de 2002 était bien celle qu'il fallait pour la période qui a démarré en 2002. Reconstruire l'État, donner au président de la République et à l'exécutif du temps et de la stabilité. Là, nous sommes dans une autre période. Voilà. Et cette Constitution, pourquoi vous ai-je dit en préparant l'émission que c'était une constitution adaptée? Tout simplement pour un certain nombre de points. Premier point, nous avons une constitution qui est totalement équilibrée aujourd'hui. On a repris de toutes les institutions passées, de toutes les constitutions passées, ce qu'elles avaient de meilleur. C'est
un chef de l'exécutif qui est élu par le peuple, parce que c'est lui qui donne la cadence, le rythme dans le pays et qui fixe la vision à travers son projet de société quand il est approuvé par le peuple pendant l'élection. C'est lui qui fixe le cap, qui est en charge de l'essentiel, la diplomatie, la sécurité, la vision pour les 10, 15 ou 20 prochaines années. C'est le président de la République. En même temps, le président ne peut pas s'occuper de tout. Il lui faut un gouvernement qui s'occupe du quotidien des Congolais. Lui, il va s'occuper du Congo et le gouvernement va s'occuper des Congolais. Et en ce sens que ce gouvernement qui est chargé, je vous le rappelle, par la nouvelle Constitution, de la conduite de la politique économique et sociale. C'est la politique qui concerne les Congolaises et les Congolais. Mais il le fait, bien entendu, en concertation avec l'élu, qui est le président de la République. Donc vous voyez qu'il y a un équilibre qui a été trouvé entre le président qui s'occupe de l'essentiel et le gouvernement, pour reprendre le mot du général de Gaulle, qui s'occupe de l'intendance. L'intendance, c'est ce qui concerne nos compatriotes au quotidien. Voilà, c'est ça l'équilibre. Les médicaments à l'hôpital, les tablements dans les écoles, etc. Absolument. Et la troisième dimension qui me paraît marquer ce que j'ai dit en coulisses, c'est-à-dire le fait que ce soit une constitution adaptée à la période que nous vivons, c'est que nous allons avoir un gouvernement responsable de ses actes et donc soumis à l'éventuelle censure des élus du peuple que sont les députés et les sénateurs. Ça, c'est important. Les Congolais ont marqué dans l'ensemble des concertations que le président de la République a initiées, menées, conduites jusqu'au dialogue, ont marqué leur volonté de voir les gouvernants être soumis à une sanction et non pas de donner une sorte d'impression d'impunité, donc d'irresponsabilité. Et donc, nous avons là un certain nombre d'ingrédients. Dernier élément qui me paraît excessivement important, c'est que le développement d'un pouvoir local à travers une véritable décentralisation concertée, voulue, octroyée, non pas par une volonté purement politique, mais aussi par la Constitution, va développer une nouvelle classe politique, à la fois sur le plan local et sur le plan national. Et ça, c'est un élément que les Congolaises et les Congolais attendent. Thierry Mungala, doit-on dire constitution du 25 octobre, date du scrutin, ou constitution du 6 novembre, date de la promulgation? Les Congolais veulent comprendre. Bon, juridiquement, c'est la constitution du jour de sa promulgation. Quand on prend une loi à l'Assemblée, au Sénat, la loi est votée par l'organe, Assemblée, Sénat, Parlement, et elle est transmise au président pour promulgation. Eh bien, la loi prend normalement la date du jour où le président la promulgue. N'importe quelle loi ordinaire. La loi constitutionnelle, la loi référendaire est une loi. Donc, la logique juridique, c'est que le président l'ayant promulgué le 6 novembre, la Constitution doit s'appeler la Constitution du 6 novembre 2015. La Constitution du 15 mars 92, la Constitution du 20 janvier 2002, ces deux dates-là sont des dates du scrutin. Je crois que tous ceux qui disent ou le 25 octobre ou le 6 novembre ont raison. Ceux qui disent le 25 octobre ont politiquement raison et ceux qui disent le 6 novembre ont juridiquement raison. Je m'explique. Politiquement raison pour ceux qui disent le 25 octobre, c'est que par tradition depuis 1992, on a identifié chacune des constitutions votées par le peuple avec la date du jour du vote, le jour du référendum. 15 mars 92, c'est la date du référendum. 20 janvier 2002, c'est la date du référendum. Voilà. Personne ne se rappelle à quelle date le président de la République a promulgué chacune des deux constitutions. On ne se souvient plus. Voilà. Donc, politiquement, nous avons une tradition qui donne comme patronyme, comme identité à la Constitution, la date du référendum. Bon, maintenant, juridiquement parlant, les principes juridiques sont quand même des principes importants. Il s'avère que la loi référendaire est une loi. Et la loi ne porte pas le jour où elle est votée, quand elle est votée au Parlement ou qu'elle soit votée par le peuple. En principe, elle porte la date du jour de sa promulgation par le président. Donc, je crois que voilà la réponse. Notre tradition politique donne à la Constitution la date du jour de son vote, mais juridiquement, on devrait plutôt lui donner la date du jour de promulgation, c'est-à-dire, pour le cas présent, du 6 novembre. À propos du nombre de mandats, Monsieur le ministre, le dialogue du CBT avait préconisé que le président soit élu pour 5 ans renouvelables, donc autant de fois que possible. Mais le gouvernement a limité à 5 ans renouvelables 2 fois.
pourquoi avez-vous réintroduit le verrou de la limitation des mandats? Non, le verrou n'est pas réintroduit pour le plaisir de réintroduire un verrou. Il s'agit, dans cette période moderne qui est celle du temps réel où les gens veulent que ça aille vite, que ça change tout le temps, il fallait simplement envoyer un signal symbolique et politique qui est de dire qu'il n'y a pas de président éternellement au pouvoir. Il y a une limite temporelle à des mandats. Et il appartiendra dans l'avenir, et c'est ça plutôt l'enseignement à relever, il appartiendra à l'avenir au peuple selon les préoccupations du moment. Parce qu'on ne fait pas une constitution de manière égoïste pour résoudre des problèmes qui sont les problèmes du jour. On fait une constitution qui ne doit pas lier les générations futures, qui doit permettre que si tel est le désir du peuple demain, eh bien il en soit fait autrement. C'est tout. Le verrou dont vous parlez était un verrou qui liait le peuple. Il y a 15 ans, quand ça a été adopté, ou 14 ans, eh bien, le peuple a décidé, pour des raisons souveraines, de changer la situation en 2015. Eh bien, la nouvelle limitation, qui n'est pas un verrou, mais une disposition limitative, pour parler de manière précise, ces mandats limitatifs dans le temps, il sera loisible et libre au peuple demain, si tel est son désir, pour des raisons qui seront à ce moment-là considérées comme historiquement valables, de changer les choses. Voilà. Donc, ce n'est pas un verrou, c'est une limitation parce qu'il ne peut pas y avoir dans un pays un mandat et un président éternel. Tous les pays africains, Monsieur le ministre, aspirent à l'émergence. Le Congo n'échappe pas à la règle. Mais je ne pense pas qu'on ait pris le temps d'expliquer aux Congolais ce que c'est qu'un pays émergent. Votre avis sur la question? Bon, la notion d'émergence est une notion complexe. Je crois qu'aujourd'hui, il est difficile, je ne suis pas économiste, mais il est quand même difficile, même pour les spécialistes de la question, de définir avec exactitude. Il faut simplement noter qu'à chaque période, sa dénomination. Il y a 40 ans, on parlait des pays du tiers-monde. Puis, il y a eu un terme très péjoratif qui était pays sous-développés. C'était un terme, Dieu merci, qui n'est plus utilisé couramment aujourd'hui parce qu'il avait une connotation très péjorative. Très négative, ouais. Puis, on est passé à la notion de pays en développement. Alors, à ce moment-là, vous voyez, on rentre dans une dynamique. C'est plus statique. Pays sous-développé, ça veut dire un pays qui ne se développe pas. Il est, Tout à fait, oui. Il est immobile, mais dans le mauvais sens du terme. En développement, c'était déjà une dynamique. On disait, bon, il est en train de se développer. Mais même là, c'était une considération qui restait relativement négative. Et on est passé, avec l'action combinée de la croissance extrême de ce qu'on appelait les dragons asiatiques et tous ces pays qu'on appelait les nouveaux pays industrialisés, etc., on est passé à une dimension qui consistait à dire aucun pays au monde n'est condamné à rester un pays en développement ou un pays pas assez développé. À partir du moment où il remplit un certain nombre de critères macroéconomiques et d'indicateurs microéconomiques qui s'améliorent, eh bien on peut considérer qu'il est en mouvement vers le développement. Et c'est à ce moment-là qu'on a considéré, dans un terme générique, il y a une vingtaine d'années, qui était le terme émergence, on a considéré qu'il fallait qualifier ces pays-là. Il y a les pays qui ont émergé. On peut citer les grands pays, Brésil, Russie, Chine, Afrique du Sud, qu'on appelle les BRICS aujourd'hui, avec l'Inde. On peut parler d'autres pays qui sont les nouveaux dragons asiatiques, la Thaïlande, la Malaisie, etc. Et puis, il y a les pays africains qui ont fixé aujourd'hui, depuis quelques années, comme horizon des prochaines années, eh bien, l'émergence. À ce moment-là, si on ne peut pas définir le concept, on peut au moins en dégager quelques indices. C'est quoi un pays émergent? Oui, justement. C'est d'abord un pays qui a une forte croissance de son économie, une croissance qui est beaucoup plus importante que son développement et sa croissance démographique. Parce que vous savez que pour lutter contre la pauvreté, il faut produire plus de richesses ou plus de biens que l'évolution naturelle de la population. Donc notre pays, le Congo, connaît depuis quelques années une croissance qui le place parmi les pays du peloton de tête en